Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 4e webinaire au sujet du Covid, où nous allons vous proposer aujourd'hui de nous concentrer sur l'accompagnement du personnel affecté à l'étranger dans ce contexte de crise. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez juste nous confirmer dans la barre de chat que vous entendez correctement, s'il vous plaît? Pour qu'on puisse ensuite continuer. Très bien, merci pour vos retours. Alors, quelques informations avant de vous présenter les intervenants et démarrer la session. Tout d'abord, donc vous avez à votre disposition sur la plateforme ce support qui va vous être présenté, téléchargeable en format PDF. Et également, tout au long de la session, pour rendre le contenu plus interactif, nous avons aussi préparé quelques questions de sondage qui seront donc affichées sur l'écran. Donc, ce sera aussi l'occasion d'avoir votre retour d'expérience et la situation de votre organisation. Donc, n'hésitez vraiment pas à y participer. Et également, vous pouvez poser toutes vos questions dans la barre prévue à cet effet et nous reviendrons sur vos questions en fin de session. Donc aujourd'hui, pour aborder ce sujet du personnel affecté à l'étranger, nous avons donc deux intervenants. Tout d'abord, Iman Talabi. Bonjour Iman. Bonjour à tous. Qui est directrice des opérations donc, sur le centre d'assistance basé dans les bureaux de Paris. Et également avec nous Arnaud de Rossi. Bonjour à tous. Le docteur Arnaud de Rossi, bonjour, qui est directeur médical régional et qui travaille aussi sur la partie assistance et Global Medical Transport. Donc, je vous propose maintenant peut-être, Arnaud de Rossi, je peux vous laisser la main sur l'agenda et nous pouvons peut-être couper les caméras pour éviter qu'il y ait des problèmes techniques et les remettre pour la partie questions, si ça vous convient. Parfait. Bien. Flore, je coupe ma caméra pour améliorer la bande passante. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de monde. Dans ce contexte de crise, une crise en fait sans précédent auquel nous avons été confrontés, une crise sans précédent pour laquelle il a fallu trouver également des solutions sans précédent. Comme on va le voir dans le cours de la discussion et puis peut-être dans les questions qui vont venir après, cette situation de crise n'a pas empêché de très nombreuses personnes de rester travailler à l'étranger, de continuer parfois même à voyager quand c'était encore possible. Et donc, on a été confronté à des challenges considérables pour lesquels il a fallu être extrêmement inventif. Et l'idée de ce webinaire, c'est en fait de vous montrer ces challenges auxquels on a été confronté. Bien sûr, pour la plupart d'entre eux, vous y avez peut-être été confrontés, vous êtes en tout cas au courant de ces complexités. Pour essayer de vous montrer comment certains filets de sécurité on peut être activés pour répondre à ces défis. On va passer en vue très rapidement la situation actuelle, un petit point de situation en fait sur cette pandémie. Bon, je pense que là également, pour la plupart d'entre vous, vous êtes bien au fait de cette situation. Et on va ensuite dérouler en fait toutes ces solutions qui ont permis de pallier à cette situation de crise. Un très rapide point de situation. Je pense que cette carte, vous êtes très familier avec. Elle est publiée de façon quotidienne par la Johns Hopkins University et montre en fait la situation dans le monde, une situation qui continue à progresser. Un petit peu plus de 10 millions de cas confirmés maintenant et malheureusement un nombre de morts qui continue à croître dans certaines régions du monde. Peut-être la diapo suivante. Donc cette situation dans le monde, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir une certaine discordance selon les régions, avec l'Europe qui progressivement entre en période de convalescence, même si ça reste très mesuré dans certains pays. Mais toujours est-il qu'on constate qu'il y a une nette amélioration en Europe, alors que dans d'autres régions du monde, ça continue à flamber. Donc sous contrôle en Europe,
toujours en croissance aux Amériques, en Inde et dans certains pays du monde, et puis beaucoup d'interrogations sur d'autres régions, l'Afrique en particulier, le Moyen-Orient également, et donc un virus qui pour beaucoup a beaucoup d'aspects, a encore beaucoup d'inconnus. On a commencé à répondre à certaines des questions concernant ce virus, mais pas toutes. On connaît mieux maintenant son mode de propagation, on connaît mieux l'évolution de la maladie d'un point de vue purement médical et sans rentrer dans des détails trop techniques. On sait mieux comment soigner ces patients. Je ne vais pas dire traiter parce qu'il n'y a pas de traitement en tant que tel. Il y a des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va traiter les symptômes. On ne traite pas la maladie en tant que telle. On n'a pas encore trouvé le traitement du Covid-19. Par contre, on sait mieux comment prendre en charge ces patients en réanimation. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Et on agit maintenant de façon peut-être un petit peu différente de la façon dont on agissait il y a encore 3 mois. Et puis enfin, il n'y a toujours pas de vaccin. Et il est clair que la fin de la crise, elle sera marquée par la découverte d'un traitement et d'un vaccin. En tout cas, le développement d'un vaccin. Donc on est encore dans une situation de crise qui évolue. Tout est très volatile. Tout est très volatile du point de vue épidémiologique, du point de vue médical, mais on va le voir aussi sur les diapos suivantes. Tout est également très volatile du point de vue mobilité, du point de vue transport, du point de vue frontière. Parce que c'est clair que depuis le début de la crise, un des éléments clés, ça a été le contrôle des déplacements internationaux. C'est sur cette carte qui date un tout petit peu que vous pouvez voir, ce sont les pays qui ont mis en place des procédures contraignantes restreignant la mobilité. Donc des fermetures de frontières ou des contrôles aux frontières, des procédures de quarantaine, des procédures également imposant des tests avant l'arrivée dans le pays, même si on sait qu'en pratique, ces mesures de screening et de tests ont un intérêt qui est très limité. Un certain nombre de pays imposent maintenant la réalisation de tests, que ce soit les tests sérologiques, c'est-à-dire la recherche d'une exposition passée au virus, que ce qu'on appelle des PCR, qui démontrent la maladie en cours, en quelque sorte, c'est-à-dire la présence du virus. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, là on reste dans un environnement, si on parle, on regarde un environnement très franco-français, il y avait avant la crise près de 3,5 millions de Français dans le monde. Donc une population considérable qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée piégée à l'étranger ou en France, ou alors bloquée quelque part dans le monde. Et c'est cet aspect-là qu'il a fallu bien sûr qu'on prenne en considération pour trouver des solutions pour nos membres, pour nos clients. Alors, pour compléter ce que dit le docteur Arnaud de Rossi, ce qu'on vous propose, c'est une première question qui va apparaître à votre écran, sur votre écran. Normalement, vous devez y accéder maintenant. L'objectif, c'est de savoir quelle est la situation finalement de vos salariés français affectés à l'étranger, donc dans votre organisation, suite au Covid et en ce moment face à cette crise sanitaire. Sont-ils rentrés dans le pays d'accueil? Est-ce qu'ils sont rentrés en France et l'organisation n'envisage pas de les faire repartir, ou est-ce qu'ils sont rentrés et il est prévu qu'ils repartent? Donc, il vous est aussi possible de sélectionner plusieurs réponses. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi mieux cerner la situation de votre organisation. Donc, j'attends encore quelques secondes pour vous les partager. On est à une moitié de vote, donc n'hésitez pas à partager la situation de votre entreprise. Super. Donc, je vous remercie. Je vais vous les passer. Donc, ils sont c'est salariés français qui sont affectés, sont restés. En deuxième position, ou peut-être même qu'on a aussi dans une, mais il est prévu qu'ils repartent, j'imagine, en mission. Et en dernière position, donc, ce serait le fait qu'ils soient rentrés et que l'organisation n'envisage pas de les faire repartir.
Alors donc pour replacer le contexte, hein, les situations auxquelles nous avons été confrontés, auxquelles vous avez été confrontés, c'était celle de voyageurs, d'expatriés qui avaient besoin de rentrer chez eux, de continuer à se déplacer, alors même que les frontières et les espaces aériens se fermaient progressivement, avec donc la nécessité de mettre en place des vols affrétés, des vols charters, requérant un très fort appui diplomatique pour garder les frontières ouvertes, pour réussir à obtenir des permis de survol, pour réussir à se poser. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'inventer finalement des solutions parfois nouvelles, pour faire face à des situations terriblement complexes, prenant en compte à la fois les éléments médicaux et des éléments géopolitiques et diplomatiques. Alors, ce qu'on a réalisé, c'est que ça allait être une situation extrêmement dynamique. Pour reprendre des courbes qui sont familières aux épidémiologistes, aux infectiologues, avec des successions de vagues, ce qu'on a nous tenté de vous montrer ici, c'est qu'il y a un certain nombre de vagues successives, mais qui ne sont pas forcément des vagues épidémiologiques. Il y a la première vague qui est le pic épidémique, l'arrivée de la crise, avec de façon presque immédiate mortalité, morbidité, c'est-à-dire la maladie immédiate liée au Covid-19. Donc tous les problèmes liés à la maladie elle-même. Et ça, c'est ce à quoi on a été confronté pendant les premières semaines de la situation de crise. Et puis, une deuxième vague est apparue, non pas une deuxième vague virale, mais une deuxième vague liée aux restrictions de ressources pour les problèmes médicaux urgents, qu'ils soient Covid ou non Covid. C'est-à-dire en fait une restriction de l'accès aux soins. Restriction de l'accès aux soins du fait de la surcharge des structures hospitalières par des patients contaminés. Et puis dans certaines régions du monde également, du fait du manque progressif de médicaments et de matériel, lié également à la situation initiale, c'est-à-dire la première vague. Pour faire face à la première vague, les moyens que nous avons pu mettre en œuvre, ce sont bien sûr des évacuations sanitaires ou des évacuations non médicales, c'est-à-dire mettre en place des vols charters, que ce soit des évacuations de masse ou des évacuations isolées, individuelles, mais en tout cas pour permettre à un collaborateur bloqué quelque part dans le monde de rejoindre son pays d'origine ou son pays d'expatriation. Pour faire face à la deuxième vague, les mesures à mettre en œuvre étaient un petit peu différentes et sont toujours un petit peu différentes. C'est l'accès à un réseau de prestataires et un réseau de structures médicales toujours opérationnels, c'est-à-dire capables de prendre nos patients et de leur apporter des soins appropriés, alors même que le tissu de soins, le tissu hospitalier dans le pays considéré souvent est débordé. En parallèle, une troisième vague qui est l'impact de l'interruption des soins pour tous les patients porteurs de maladies chroniques. En déplacement, à l'étranger, en expatriation, ces personnes ont parfois des pathologies chroniques plus ou moins sévères. Même en situation de crise telle que celle-ci, il faut pouvoir continuer à leur apporter des soins adaptés, continus, pour pouvoir traiter leur maladie chronique. Là également, ça repose sur un réseau de prestataires qu'il faut absolument maintenir. Et pendant une situation de crise telle que celle-là, plus même que d'habitude, il faut garder le lien en permanence avec ces prestataires pour s'assurer qu'ils sont opérationnels et qu'ils peuvent nous apporter et vous apporter le niveau de soins auquel vous avez droit. Et puis enfin, une quatrième vague, et cette vague elle est seulement en train de monter maintenant, c'est le traumatisme psychologique qu'a représenté et que représente encore cette situation de crise. Donc un impact majeur sur la santé mentale des collaborateurs et de leurs familles, qui aura à terme un impact économique sous la forme de burn-out, de syndrome dépressif, etc. Et donc cet aspect-là, il faut également le prendre en compte et apporter un soutien à ces personnes pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ressentent encore, et leur permettre d'atténuer finalement l'impact de cette situation. Et ça, c'est vraiment la quatrième vague qui est en train maintenant de monter. Alors l'impact direct, c'est donc clairement la contamination, c'est-à-dire un collaborateur qui va contracter la maladie
parce que exposé directement à quelqu'un qui est contagieux. Le risque, il est vrai également de se contaminer lorsqu'on se rend dans une structure hospitalière. On peut tout à fait être bien portant, avoir un problème médical tout à fait inopiné sans rapport avec le Covid, avoir besoin de se rendre dans une structure hospitalière, et on sait que dans les structures hospitalières, le risque de contracter la maladie est beaucoup plus important. Il est clair que toutes les structures de soins, les hôpitaux, les cliniques, les cabinets infirmiers, les pharmacies, concentrent des malades. Et donc le risque est plus important de contracter la maladie dans ces structures de soins, ces établissements de soins. Donc y aller pour un problème médical autre, c'est augmenter le risque d'être contaminé. Et puis enfin, le troisième impact, je l'ai mentionné, c'est l'impact psychologique qui est majeur, et ça, je vais y revenir ensuite. Alors à côté de cet impact direct, il y a l'impact indirect. Je vous ai parlé du réseau des structures de soins. Il est clair que cette crise a limité de façon drastique l'accès aux soins. Ça a un impact bien sûr sur les personnes qui vont présenter un incident urgent non lié au Covid, mais également ceux qui ont des pathologies chroniques et qui ne peuvent plus se faire soigner. On sait même que dans la population générale, en France par exemple, ça peut avoir un impact majeur sur toutes les personnes par exemple qui ont des pathologies de type cancéreuse, simplement parce que ça limite l'accès aux soins ou alors ça les expose de façon accrue à un risque infectieux. Hormis ce risque de contamination, il y a une surcharge évidente des hôpitaux, avec parfois une incapacité à faire face à la situation de crise, même dans des pays très développés comme les pays européens. Certaines structures ont été au bord de la catastrophe et il a fallu mettre en œuvre des techniques tout à fait nouvelles, des procédures totalement nouvelles pour y faire face. On l'a bien vécu ici en France avec des évacuations de masse organisées par TGV. Il a fallu à tous les niveaux être inventif et trouver des solutions nouvelles. Un élément clé également, c'est que les structures, les hôpitaux, les cliniques privées qui sont les structures de choix des expatriés dans certains pays, ont participé aux efforts face au Covid. C'est-à-dire que nos centres médicaux privés, qui font partie bien sûr de notre réseau de soins que nous vous apportons, ont dû participer aux efforts, bien évidemment, aux efforts face au Covid, et de ce fait, ont limité notre possibilité de vous apporter une réponse adaptée en situation d'urgence. Ça, c'était quelque chose que nous avons suivi au quotidien avec nos hôpitaux de référence, nos cliniques de référence que nous utilisons en permanence pour nous assurer que malgré la surcharge de travail et malgré le fait qu'ils participaient à la réponse au Covid, ils pourraient néanmoins continuer à nous apporter une médecine de qualité. Dans certains pays, ce qu'on a constaté également, ça a été l'indisponibilité donc de ces soins, mais aussi de certains médicaments. Il faut voir quand même que dans certains pays, en Afrique par exemple, certains petits pays africains ont commencé à manquer d'oxygène. Même si on ne constate pas en Afrique la même vague qu'on a pu observer en Europe ou qu'on observe actuellement en Amérique latine ou en Amérique du Nord, certains de ces pays sont néanmoins extrêmement impactés. Ils reçoivent un grand nombre de patients et sont arrivés parfois à saturation. Hormis ces aspects purement médicaux, ce qui est clair, c'est que les frontières se sont fermées progressivement, avec des procédures plus ou moins drastiques, et donc une difficulté extrême à évacuer, à projeter des moyens de réponse et à évacuer des patients. Ça a totalement, radicalement changé notre approche quant à la façon de délivrer de l'assistance médicale et quant à mettre en œuvre des évacuations. D'autant que, du fait de cette situation, les moyens disponibles étaient plus rares. Plus rares pas parce qu'il y en avait moins, mais parce qu'ils étaient moins disponibles, tout simplement parce que, d'une part, ils ont été beaucoup plus utilisés. Je pense en particulier aux avions sanitaires. Pourquoi est-ce qu'ils ont été plus utilisés? Parce qu'il y avait moins d'avions de ligne. Les lignes régulières se sont presque interrompues. La seule possibilité d'évacuer des patients, quels qu'ils soient, devenait donc l'avion sanitaire. Et donc, les avions sanitaires ont été beaucoup plus utilisés
dans un contexte de contraintes logistiques, c'est-à-dire des délais importants, des contraintes aux autorisations, à l'obtention des autorisations de survol, des contraintes aux autorisations d'atterrissage et au franchissement de frontières. Donc, contraintes plus importantes d'un côté, moyens disponibles plus rares de l'autre, vous comprenez que ça crée une situation difficile à gérer. Merci Arnaud de Rossi pour ces éléments. Ce qu'on vous propose pour faire le lien donc avec cette deuxième partie qui était vraiment sur le partage des impacts directs, indirects qu'a pu avoir le coronavirus sur votre personnel affecté à l'étranger et puis même aussi sur de nombreux collaborateurs. Ensuite, nous allons passer à une partie qui sera davantage sur les recommandations de mesures finalement à mettre en place ou peut-être à renforcer si elles ont déjà été mises en place dans vos structures. Donc, avant de passer sur cette partie, l'objectif, ce serait de vous interroger à nouveau cette fois pour connaître les bonnes pratiques que votre organisation a mis en place pour assurer la reprise d'activité. Donc, vous avez plusieurs propositions, encore une fois, qui s'affichent sur votre écran. Et suite à cela, l'idée, c'est de pouvoir comparer, car on a réalisé une étude à échelle internationale où cette même question a été soumise. Donc, l'objectif serait de voir quelles sont les différences entre vos retours et les retours que nous avons eus à échelle internationale. Alors, il y a déjà une tendance qui commence à se dégager. Merci pour vos votes. Donc, si on cherche à dresser un top 5, finalement, la majorité des votants a sélectionné la mise à jour des plans et des protocoles de continuité comme une mesure phare pour préparer à la reprise, suivie en deuxième position par le contrôle du respect des gestes barrières, et viennent ensuite en troisième position donc le soutien aux employés sur le terrain, ce qui fait écho à ce que présentait finalement le docteur Arnaud de Rossi juste avant. Et en dernière position, la mise en place de mesures de screening à l'entrée de vos bureaux. Et enfin, le soutien en matière de santé mentale qui arrive en dernière position. Donc, vous avez les résultats disponibles maintenant. Et donc, ce qui peut être intéressant, ce serait peut-être de comparer avec les résultats de l'étude qui va donc apparaître sur cette prochaine slide que vous avez sous les yeux. Effectivement, comme vous le voyez, ça correspond à peu près à ces différentes mesures. Donc, une étude que nous avons réalisée et qui montre que le premier aspect qui est pris en compte par les organisations, par les entreprises, c'est effectivement la mise à jour des plans et des protocoles de continuité. Et c'est fondamental pour une entreprise d'intégrer ces aspects, cette culture en quelque sorte dans le quotidien de l'entreprise. C'est-à-dire avoir des plans de réponse, avoir des protocoles de continuité testés de façon régulière. Et puis bien évidemment, en deuxième, c'est le soutien aux employés sur le terrain. C'est donc ce filet de sécurité qui est mis en place pour les protéger et pour vous protéger lorsque les mesures précédentes n'ont pas été efficaces. Les autres aspects, en troisième, des outils de contrôle de conformité. Effectivement, s'assurer que tout est mis en place pour être compliant d'une part avec les plans protocoles qui ont été mis en place, mais également vers l'extérieur avec toutes les obligations réglementaires déployées à l'échelle mondiale par chaque pays. Éventuellement, mise en place de mesures de dépistage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et puis enfin, le soutien psychologique et émotionnel, j'en ai parlé, c'est un élément clé et c'est un élément clé qui va perdurer. C'est quelque chose, cette situation de crise, elle va avoir un impact à long terme.
Alors, de façon un petit peu plus dynamique, pour regarder justement ce qu'on a pu déployer, ce filet, cet énorme filet de sécurité destiné à protéger vos collaborateurs, tout d'abord en amont de la mission, en amont du voyage, puisque les voyages continuent, les déploiements continuent, de façon certes réduite, mais néanmoins, ils continuent. Et donc, en amont de ces voyages, c'est d'abord une évaluation des facteurs de risque, c'est-à-dire mettre en place des outils qui permettent d'évaluer les facteurs de risque présentés par les collaborateurs. On sait, d'un point de vue, si on regarde les facteurs de risque médicaux, on sait qu'il en existe 7 qui sont retrouvés par l'OMS. La surcharge pondérale, certaines pathologies chroniques, etc., qui sont des éléments qui vont aggraver une éventuelle contamination. On sait que le Covid est une maladie virale qui peut être grave. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, elle est relativement bénigne, sauf dans certaines circonstances, quand existent ces facteurs de risque, éventuellement ces pathologies préexistantes, qui vont aggraver le cours de la maladie. Et donc, identifier ceux de vos collaborateurs qui sont à risque est un élément clé avant de les envoyer dans un pays où éventuellement on sait que les structures médicales ne seront pas adaptées d'une part et qu'une éventuelle évacuation sanitaire sera difficile à mettre en œuvre d'autre part. Donc cette évaluation des facteurs de risque, elle est fondamentale. Ça peut passer éventuellement par des tests. Une fois encore, les tests ont la chance d'exister, leur rapport n'est pas majeur. Le seul avantage, c'est éventuellement de détecter les personnes qui ont déjà été exposées au virus et qui donc, a priori, sont protégées. Maintenant, quelqu'un qui a un test sérologique, c'est un prélèvement sanguin négatif, ça montre simplement qu'il n'a pas été exposé à la maladie, donc il n'a pas d'immunité contre la maladie, donc il peut l'attraper. Donc ça a un intérêt finalement relativement limité, ça montre simplement qu'une personne peut attraper la maladie. Et le test type PCR, c'est-à-dire la recherche du virus, proprement dit, montre que la personne est porteur de la maladie à l'instant T. Par contre, si on fait le test trop tôt, bien évidemment, on ne détectera rien. Donc ça, c'est la partie, c'est l'amont. C'est l'amont, c'est ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter que les collaborateurs ne soient mis en situation de risque. Ça passe également par de l'information, des alertes email en français, pour les collaborateurs francophones, et également un site dédié avec de l'information dédiée Covid. Ça peut passer par du screening avant l'embarquement. Ce sont des mesures que nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre pour éviter de faire partir des personnes qui présenteraient déjà les premiers symptômes de la maladie. Et ça peut passer également par de l'accompagnement en vol sur les très longs vols. Il nous a été demandé parfois de mettre en œuvre de l'accompagnement par du personnel infirmier sur les très longs vols. Ça, c'est toute la partie amont. Pendant la mission et sur place, là également, ce qui est important, c'est d'avoir accès à de l'information. À nouveau, les alertes email et l'accès aussi dédié, mais également l'accès à un réseau de soins, c'est-à-dire s'assurer de l'aspect opérationnel, de l'efficacité des structures hospitalières et des cliniques. Et puis enfin, en cas de besoin, de mise en œuvre de procédures d'évacuation et de rapatriement. D'un point de vue purement technique, il est possible d'évacuer des patients contaminés, donc des patients qui ont contracté le virus, éventuellement malades, éventuellement présentant des symptômes importants et nécessitant des soins de réanimation. Donc, je vais y revenir après, mais techniquement, c'est réalisable et c'est une façon également d'assurer vos collaborateurs qu'en cas de besoin, il sera possible de venir les chercher. Et puis enfin, après la mission, c'est de l'écoute, c'est du soutien psychologique, c'est répondre aux inquiétudes du collaborateur, de l'inquiétude éventuellement de la famille. Et c'est important d'avoir ce garde-fou présent au continu. Alors, pour reprendre un petit peu sur tout ce que j'ai mentionné auparavant, ce qui est clair, c'est que il y a 3 mois ou un petit peu plus de 3 mois, le monde s'est quasiment arrêté. C'était une perturbation de la mobilité mondiale absolument d'une échelle sans précédent. Et d'une certaine façon, c'est vraiment ça, le monde s'est arrêté, les mouvements nationaux et internationaux se sont arrêtés, avec donc des mesures de confinement et de fermeture de frontières. Et avec maintenant une très lente résolution qui va freiner la reprise des activités.
la mobilité, le transport est fondamental à la bonne marche du monde, en tout cas du monde actuel. Et ce à quoi ce qu'on a constaté, ce à quoi on a été exposé, a mis un frein brutal à ce fonctionnement. C'est parfaitement illustré pour la partie mouvement par plus de 1400 alertes liées à la sécurité et aux restrictions au mouvement que nous avons émises pendant ces 3 mois. Il a fallu monitorer, observer en permanence, de façon quotidienne, toutes les mesures de restriction mises au niveau des frontières à l'échelle mondiale pour pouvoir, à un instant T, savoir les pays dans lesquels il était possible de rentrer, ceux pour lesquels il était compliqué de rentrer et les éventuelles contre-mesures qu'il était possible de mettre en place. Alors, pour apporter des solutions dans ce contexte totalement inédit, il y avait 3 choses. Évacuer, j'en ai parlé, apporter des soins sur place, c'est-à-dire permettre aux collaborateurs d'accéder aux hôpitaux et au bon hôpital au bon moment, et enfin, prendre en compte la souffrance psychologique. Alors, comment est-ce qu'on a répondu à ça? Pour accéder à distance aux soins, ça a été un essor sans précédent de la télémédecine et de la téléconsultation. On l'a vu de façon très générale en France, par exemple, puisque je crois que entre le 1er janvier et la fin du mois d'avril, je crois que presque 30% des soins étaient réalisés par téléconsultation, alors qu'avant le 1er janvier, ça représentait, je crois, 0,5%. Donc, un essor sans précédent de la téléconsultation, et ça se retrouve également chez nous. À période égale, le mois de mars, par rapport au mois de mars de l'année précédente, nous avons multiplié par 4 le nombre de téléconsultations. Bon, l'essor n'est pas le même. Néanmoins, nous avons de façon considérable déployé la téléconsultation, et ce, dans tous les pays du monde, ou presque, puisque notre approche est de considérer que la téléconsultation ne peut pas être transfrontalière. C'est-à-dire que ça se met en place pays par pays. Et donc, c'est une solution globale de soins de santé qui a été apportée à vos collaborateurs pour permettre la continuité de l'activité. Aussi bien de la prise en compte des soins quotidiens, des renouvellements d'ordonnances, que la prise en compte d'un problème médical totalement inopiné. Ce qui a permis par ailleurs de maîtriser les frais médicaux, dans la mesure où dans certains pays, cette situation de crise a provoqué une envolée des coûts, et la mise en œuvre de la téléconsultation a permis de le maîtriser. Et puis enfin, comme je vous l'ai mentionné, le fait de se rendre dans un centre médical était un risque de contamination. La téléconsultation, pour les problèmes simples, permet d'éviter d'aller chez un médecin ou dans un hôpital. Le soutien émotionnel, impact majeur de la crise, du fait de la crise elle-même, du fait de l'isolement, du fait des trajets, des voyages interrompus qui empêchaient de se rendre auprès de la famille, tout ça dans un environnement complexe. Il a fallu mettre en œuvre là également des solutions avec des lignes d'appel 24/7 permettant aux collaborateurs de parler de façon anonyme avec des psychologues rompus à ce genre d'exercice, mais également la possibilité de former les équipes d'encadrement, donc de former les cadres pour discuter des problèmes de santé mentale, pour attirer leur attention sur ce risque supplémentaire et sur la façon d'y pallier. Les aider éventuellement à mettre en place des procédures en interne pour atténuer ce risque. Donc tout un ensemble d'outils mis à disposition des collaborateurs et des managers pour répondre à cette situation. Un petit exemple pour illustrer ce que ça peut être. Une collaboratrice qui est en mission aux États-Unis, alors que ses parents résident en Chine et que leur état de santé est fragile et éventuellement fragilisé également par la situation de crise, puisque difficulté d'accéder aux hôpitaux localement. Et donc cette collaboratrice ne peut pas leur rendre visite, elle se sent totalement impuissante. La situation devient compliquée également pour ses parents en Chine. Et face à ce type de situation, hormis les aspects logistiques et les aspects purement médicaux, somatiques, ce qui nous est possible de mettre en œuvre, ce sont donc ces lignes d'appel, en l'occurrence dans de multiples langues. Ça peut tout à fait être en anglais, en français, en chinois, pour
permettent la prise en compte de ce besoin de soutien émotionnel à distance, la possibilité d'échanger en visioconférence avec un psychologue qui va lui permettre d'atténuer cette souffrance et de mettre en place des outils qui vont lui permettre de pallier à la crise. Et donc, en l'occurrence, de poursuivre sa mission sur place. Alors, après ces aspects qui reposent entièrement sur les plateaux d'assistance, des aspects logistiques beaucoup plus lourds, puisqu'il a fallu mettre en œuvre des évacuations. Alors d'abord des évacuations non médicales. Évacuations non médicales, individuelles ou collectives, en affrétant donc des avions plus ou moins gros, pour permettre à des collaborateurs ou à des groupes entiers de collaborateurs de sortir d'une région ou d'un pays où la situation devenait parfois intenable. On pense en particulier à la Chine il y a quelques mois. Et c'est vrai que face à ce type de situation, il y a des solutions complexes à mettre en œuvre et on va les détailler maintenant. Alors, fin janvier, tout à fait fin janvier, lorsque la situation a commencé à devenir difficile en Chine, en particulier à Wuhan, il a été nécessaire de mettre en œuvre donc, ces procédures d'évacuation en affrétant des aéroporteurs. Alors, mettre en œuvre ce type d'appareil et ce type de moyens dans une situation de crise, si je veux dire standard, c'est déjà compliqué. Compliqué parce que ce sont des moyens lourds, qu'on fait partir avec des délais très brefs, avec un contrôle qui somme toute reste relativement limité sur la situation au sol. Déjà en situation normale, c'est compliqué. Dans une situation telle que celle-là, c'était extrêmement complexe, ne serait-ce que parce que les besoins de nos clients et des passagers changeaient à tout moment. Il y a d'autres moyens qui étaient mis en œuvre par ailleurs, des moyens parfois étatiques, des moyens locaux. Parfois, les entreprises elles-mêmes activaient leurs propres solutions en direct. Et donc, c'était très difficile à un instant T de bien comprendre ce qui allait nous être demandé. Par ailleurs, c'était des missions avec des départs relativement rapides, avec des temps au sol extrêmement courts, qui ont fait peser d'énormes contraintes sur les pilotes. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que les pilotes ont un temps de travail limité, c'est-à-dire qu'ils peuvent voler ou travailler un certain nombre d'heures, pas plus, que même en déclenchant des équipages renforcés, c'est-à-dire des avions qui partaient avec double équipage, sur des vols très longs, on était vraiment en limite de ce qui est possible. Et donc, c'était vraiment une course contre la montre à chaque étape. Course contre la montre parce que ce temps de travail contraint pour les pilotes, mais également une course contre la montre parce que fin janvier, début février, on a commencé à voir apparaître les fermetures de frontières en Asie. Et donc, chaque heure, chaque jour de retard pour mettre en œuvre une évacuation, c'était un risque de ne plus pouvoir réaliser la mission, tout simplement parce que les pays n'autorisaient plus le poser des avions. Donc, une course de la montre à chaque étape, avec une énorme complexité logistique pour obtenir les permis d'atterrissage, pour obtenir parfois les visas, pour pouvoir faire partir du matériel médical, et tout ça en maintenant un temps au sol pour prendre les passagers extrêmement court. Extrêmement court parce que les autorités locales ne nous permettaient pas de rester, mais par ailleurs, les opérateurs des avions ne voulaient pas rester au sol plus que le temps nécessaire. C'est un temps court, c'était 2, 3, 4, 5 heures au sol maximum avant de repartir. Tout en gardant à l'esprit qu'il était nécessaire de mettre en place un screening des passagers. À cette époque, au départ de l'Asie, le monde occidental n'était pas encore atteint. Et donc, il y a un screening extrêmement étroit des passagers qui va être réalisé pour s'assurer que les passagers qui montaient à bord ne présentaient aucun symptôme et s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de contamination. Et puis, bien évidemment, après l'arrivée à destination, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays du monde, puisqu'il y a eu également des vols vers le continent américain, une désinfection extrêmement soigneuse des avions. Or, tous ces avions, bien évidemment, devaient être médicalisés. Médicalisés pourquoi? Parce que même si les passagers n'étaient pas des patients en tant que tels, il fallait réaliser ce screening au départ, mais il fallait également avoir une équipe ou des équipes médicales à bord pour faire face à une éventuelle
survenue de symptômes évocateurs de Covid pendant le vol, sachant que ces vols étaient des vols longs et les plus directs possibles, puisque l'objectif était d'éviter des escales pour le refueling, ce qu'on appelle le refueling, pour faire le plein de kérosène. Donc l'objectif, c'était d'avoir des vols les plus directs possibles entre le point départ et le point d'arrivée. Donc il fallait pouvoir faire face à bord à un problème médical. Le screening des passagers, je vous en ai parlé. Il fallait également que l'équipage soit formé aux procédures utilisées, puisque pendant le vol, les passagers étaient tous protégés, c'est-à-dire qu'ils avaient tous des masques et des solutés hydroalcooliques, mais également les équipes médicales ainsi que le personnel de cabine, les hôtesses, les stewards, étaient en protection maximum, c'est-à-dire qu'ils avaient combinaison, masque, chasuble, lunettes et gants. Donc vous imaginez ce que peut être un vol de ce type quand on parle d'un vol de 10 heures ou 12 heures en protection maximum. Les pilotes, quant à eux, étaient dans une zone sanctuarisée, c'est-à-dire la partie avant de l'appareil, qui était totalement sanctuarisée, réservée aux pilotes, et personne d'autre n'y avait accès. Donc on a un véritable zoning de l'avion en fonction des catégories, les pilotes, l'équipage de cabine, les équipes médicales et les patients, les passagers. Alors, après ces évacuations qui sont donc des évacuations non médicales, bien évidemment, il y a les évacuations sanitaires. Et c'est un des éléments clés pour vos collaborateurs d'être certain que s'il y a un problème médical, on a la possibilité d'aller les chercher. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début de l'année, on a mis en place un petit peu plus de 250 évacuations de ce type par avion sanitaire, et qui peuvent tomber en 4 catégories. Il y a d'une part les évacuations sans aucun rapport avec la pandémie. Même en situation de pandémie, on peut continuer à faire un infarctus du myocarde, on peut continuer à faire un problème infectieux sévère, on peut continuer à faire un accident vasculaire cérébral. Et donc, il y a besoin de mettre en œuvre des procédures d'évacuation. Et puis ensuite, il y a deuxième catégorie, les patients qui ont un problème infectieux sans rapport avec le Covid. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué parce que ça va être un patient qui va présenter des symptômes évocateurs de la fièvre, éventuellement de la toux, éventuellement une difficulté à respirer, alors même que ça n'est pas un Covid. Et on doit néanmoins, on va tout organiser comme si c'était un patient Covid, avec la complexité que ça sous-entend. Ensuite, il y a les sujets de contact, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact rapproché avec quelqu'un dont on sait qu'il est contaminé. Et donc, il va falloir décider à quel moment on l'évacue, si on l'évacue, et en tout cas, si on l'évacue, il va falloir prendre des précautions maximum. Et puis enfin, quatrième catégorie, il y a les patients Covid avérés, confirmés, c'est-à-dire des personnes qui sont contaminées, qui en présentent les symptômes, et qu'il va falloir évacuer avec des précautions maximum. Alors, avant même qu'on ait eu à mettre en œuvre ces évacuations, d'emblée, nous avions élaboré des mémos de capacité pour permettre à nos membres, nos clients, de savoir avec précision ce qu'il nous était possible de faire et ce qu'il ne nous était pas possible de faire. Donc, des mémos capacitaires de façon générique qui rassuraient nos clients sur le fait que, techniquement, d'un point de vue médical, nous avions la possibilité d'évacuer des patients contaminés, même des patients dans un état grave. Nous en avons transporté, nous en transportons encore des patients qui ont besoin de soins de réanimation et que nous évacuons par avion sanitaire. Et puis à côté de ces mémos de capacité, également des mémos plus spécifiques liés à un pays, par exemple. Certains pays avaient mis en place des manœuvres, des procédures très spécifiques. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est ce qui a été mis en place sur l'Irak. Début mars, mi-mars, l'Irak a mis en place des procédures très spécifiques qui ont contraint de façon majeure la possibilité de franchir la frontière. Alors, pour mettre en œuvre ces évacuations médicales, bien évidemment, ce sont des techniques bien particulières qu'on utilise. Il faut tout d'abord apprécier l'état, l'adéquation de l'état du patient au transport aérien. Il est clair que dès lors qu'on parle de patients contagieux, c'est une contre-indication formelle au transport en vol commercial. On ne peut pas mettre un patient qui a un risque contagieux dans un avion de ligne. De toute façon, la situation était claire il y a quelques semaines, il n'y avait plus d'avion de ligne. Et donc, la seule possibilité d'évacuation, c'est l'avion sanitaire. Donc, en cas de patients contaminés par le Covid-19, c'est un transport par avion sanitaire. Et à ce moment-là, on tombe dans le challenge de la disponibilité des avions et des équipages. Comme je vous l'ai mentionné, ces avions, ce sont devenus des moyens
rares, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'avions de ligne et donc ils étaient très utilisés, avec des nécessités de faire des routings un petit peu particuliers, plus longues d'habitude, pour tenir compte des fermetures de frontières, avec donc une forte pression sur les pilotes. Il y avait donc une disponibilité des pilotes moindre. Donc il n'était pas rare d'avoir des délais de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours parfois avant d'accéder à certains avions. Également, un aspect important, c'est l'acceptation des patients par les autorités du pays d'arrivée, bien sûr, mais également l'approbation du départ par les autorités du pays de départ. C'est-à-dire que le patient contaminé pour lequel le diagnostic est fait, qu'on veut évacuer par avion sanitaire, il faut que les autorités locales donnent leur accord à la sortie du territoire, mais ensuite il faut pouvoir le faire rentrer sur un pays de destination. Alors même qu'il y a des restrictions importantes sur les vols internationaux, et qu'en particulier, la plupart des pays, dès lors, ne se sont plus à accepter que leurs ressortissants. C'est-à-dire que, alors même que nous avions une logique parfois de centre médical de proximité, c'est-à-dire que face à une situation grave, bien sûr, notre recommandation est d'évacuer vers le pays le plus proche pour stabiliser le patient, pas forcément le pays d'origine. Dès lors que les frontières se fermaient, ces pays n'acceptaient plus que leurs propres ressortissants. Donc on a été confronté à une situation inédite où nous devions systématiquement envisager le rapatriement vers le pays d'origine en avion sanitaire, quelle que soit la distance. Et donc, bien évidemment, un besoin d'un soutien diplomatique très fort. Heureusement, il nous est possible de travailler la main dans la main avec, en France, le Quai d'Orsay, mais ailleurs à l'étranger avec d'autres ministères des Affaires étrangères, pour avoir leur appui lorsque nous avions à prendre en charge leurs ressortissants. Et donc, challenge des permis de survol, challenge des permis d'atterrissage avec la restriction à l'entrée des gens nationaux. Et puis enfin, le challenge de l'identification d'un hôpital receveur. Là également, il n'a pas toujours été facile de faire hospitaliser ces patients, surtout s'ils étaient ramenés dans un pays lui-même débordé par la situation de crise. Vous pouvez imaginer ce qu'était la situation il y a encore quelques semaines en France dans les hôpitaux. Évacuer un patient, par exemple un patient français d'Afrique, pour le ramener en France, alors même que les hôpitaux étaient débordés en France, n'était pas chose facile. Et puis également, une autre contrainte importante à garder à l'esprit, c'est que pour certains pays, la quarantaine était requise pour les pilotes et pour l'équipage à leur retour. Là également, une contrainte majeure sur les opérateurs d'avions sanitaires, c'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment que s'ils faisaient partir un avion pour aller chercher un patient, au retour, l'équipage et l'équipe médicale seraient mis en quarantaine. Je vais passer le... Alors effectivement... Oui, Marne, je te passe le micro. Merci Arnaud. Exact. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous expliquer un petit peu comment nous, de manière un peu plus approfondie à Paris, on a dû revoir notre stratégie d'évacuation. Il faut savoir que le bureau de Paris, il est essentiellement en charge de à peu près du sud de l'Europe, mais aussi de l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, pardon, en termes de territoire. Donc ces pays, en termes d'évacuation, notre stratégie est toujours d'abord évacuation sur le centre d'excellence, ce qu'on appelle un centre d'excellence le plus proche, une stabilisation et ensuite un rapatriement par le biais de vols commerciaux lorsque la personne la personne est stabilisée. Là, dans le contexte Covid, nos pays principaux d'évacuation, nos centres d'excellence les plus proches, à savoir le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud, Nairobi, Dakar, Johannesburg, qui sont des villes sur lesquelles nous avions des réseaux médicaux établis et des réseaux prestataires ambulanciers établis. On a vu très rapidement les fermetures de ces pays et des espaces aériens de ces pays. Donc, plus de possibilités d'évacuer nos patients de notre territoire sur ces pays-là, sachant que c'est des pays sur lesquels nous avions effectivement un gros réseau, mais aussi sur lesquels nos patients en général,
pas besoin de visa à l'arrivée, ou alors l'obtention pour nous était très rapide. L'obtention de visa était très rapide dès lors qu'il s'agissait d'un avion ambulance. Donc, dès le 16 mars, on commence à voir régulièrement des annonces de fermeture, des annonces d'impossibilité d'obtenir des autorisations pour les avions ambulances. Donc forcément, comme tu le disais Arnaud, des prestataires aériens frileux à l'idée d'envoyer leurs équipes et de devoir subir des quarantaines par la suite. Donc, nous avons dû faire face à toute cette complexité et malgré tout réussir à poursuivre nos évacuations. Et comme le montre notre slide suivante, nous avons poursuivi et réussi à faire des évacuations de patients Covid, de patients non Covid, bien sûr, mais aussi de patients Covid. Comme le disait Arnaud, pour la plupart, ça a dû être des rapatriements à chaque fois, puisqu'effectivement, nous avons dû nous adapter à ces fermetures de frontières, à ces refus d'hôpitaux receveurs sur certains pays, et forcément obligés de rapatrier les gens dans leur propre pays pour pouvoir avoir accès à des admissions. Nous avons dû également sécuriser plus nos prestataires aériens et nos équipes en permettant effectivement sur ces évacuations, si je peux m'exprimer ainsi, l'apport du patient jusqu'au tarmac. Donc trouver des prestataires qui étaient maintenant capables de transporter le patient de manière complètement isolée dans les ambulances jusqu'au tarmac et la remise du patient directement aux équipes de l'avion médical, là où d'habitude notre équipe de l'avion médical va jusqu'au chevet du patient pour le techniquer sur place et ensuite le ramener à l'aéroport. Là, il a fallu faire preuve de plus d'imagination, activer effectivement les réseaux internationaux SOS et réseaux diplomatiques grâce parfois aux entreprises des patients, mais aussi grâce à un réseau qui est fortement établi sur certains pays. Et puis toujours avec un seul leitmotiv, le briefing, donc le briefing du patient et l'information face au patient qui va être transporté dans cette bulle complètement isolée. Ça n'est pas habituel, ça demande forcément des contraintes qu'il va falloir lui expliquer longuement. Le briefing des familles pour s'assurer qu'elles aient une bonne compréhension et que tout le stress ajouté par le contexte soit géré, le briefing des managers qui doivent poursuivre leur activité et poursuivre l'information face aux autres employés. Ça a été effectivement l'un de nos principaux challenges. J'ai pour vous quelques exemples d'évacuation que nous avons pu faire, notamment un cas d'un patient que nous avions sur Lagos, un homme d'une 50aine d'années qui a rapidement, alors je ne sais pas si ma slide passe effectivement, un homme d'une 50aine d'années effectivement qui était britannique, qui était donc à Lagos, qui a développé des symptômes dès le 17 mars, pour lequel il y a eu un test rapide qui a été effectué. Il faut savoir qu'au Nigeria, c'est ce qu'on appelle le NCDC Isolation Center qui prend le lead dès lors qu'une personne est confirmée positive au Covid. Donc, elle est mise en isolation et dans des hôpitaux spéciaux qui ont été identifiés pour le traitement de patients Covid. Maintenant, ça reste les conditions d'un hôpital nigérian. Donc forcément avec une salle commune, d'autres patients contaminés avec lui, un traitement assez aléatoire malgré le suivi et l'implication de nos équipes médicales. On avait besoin d'un plus gros soutien pour la détresse émotionnelle de ce patient. Donc, très rapidement, nous, International SOS, sommes activés dès le 27. Nous identifions un
prestataires pour organiser l'évacuation. Nous organisons toutes les étapes du rapatriement, les obtentions d'autorisation, tout ce qui est système de couverture également par rapport à la prise en charge de cette mission. Mais problème technique le jour du départ, problème technique avec un avion, obligé de changer d'avion, de prestataire. La prochaine disponibilité n'était pour nous que le 31. Donc, bien évidemment, on peut imaginer l'inquiétude du patient, l'inquiétude de la famille. Donc, besoin de continuer d'activer ce soutien à distance. En plus de nos médecins, faire intervenir des spécialistes, faire intervenir le plus rapidement possible également nos contacts pour les obtentions d'autorisation pour ce nouvel avion, pour fluidifier le process. Et nous avons pu évacuer cette personne au bout de 8 jours, soit le 2 avril pour le ramener en Europe. Normalement, on est sur un cas de figure où en 24 heures, maximum, le patient est rapatrié. Là, ça a été jusqu'à 8 jours à cause, bien évidemment, de toutes les autorisations qui vont prendre près de 36 heures à être obtenues, à cause effectivement de cet avion qui est plus disponible, mais sur lequel il faut trouver rapidement un autre avion. À cette époque-là, les missions possibles avec les prestataires capables de rapatrier des patients Covid avec ces fameuses unités d'isolation les choix sont assez restreints. Donc effectivement, là où d'habitude on évacue en 24 heures 48 heures, ou on rapatrie en 24 heures 48 heures, là on a mis près de 8 jours à pouvoir évacuer ce patient. Je peux également vous parler d'un autre cas, du cas d'un patient ghanéen, puisque nous avons continué, qui était cette fois non Covid, puisque nous avons continué, malgré le contexte, à évacuer, ou en tout cas à essayer d'évacuer les patients avec des diagnostics tout à fait habituels, non Covid. Nous avons ce cas d'un patient ghanéen qui était à Kaboul, qui avait un problème assez sévère, un problème cardiaque. Normalement, Kaboul, notre centre d'excellence médicale le plus proche, c'est Dubaï. Or, Dubaï, rapidement, a également fermé ses frontières. Donc, les Émirats arabes unis avaient rapidement fermé leurs frontières. Le prochain centre d'excellence le plus proche pour nous aurait été bien sûr Istanbul, la Turquie, mais bien sûr, à nouveau, une problématique de visa et d'entrée du patient. Donc, l'option a été de le ramener sur le Ghana, mais coup de théâtre à 24 heures ou juste avant l'activation, on a une information qui confirme que le Ghana ferme ses frontières. Donc, plus de possibilité d'évacuation. Cette fois, nous avons dû prendre un peu plus de temps, obtenir les autorisations pour le patient d'entrer en Turquie et l'évacuer sur Istanbul. Mais en attendant, nous avons dû bien évidemment continuer à le soutenir et au niveau médical, à lui apporter les meilleurs soins, les meilleurs conseils médicaux et les meilleurs conseils entre nos équipes et les équipes qui étaient en charge de ce patient jusqu'à l'arrivée de notre avion pour cette évacuation. Donc, l'activité a continué, les évacuations ont continué et même accéléré durant le contexte. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on constate effectivement un retour de plus en plus d'entreprises commencent à préparer leur retour, à sécuriser la reprise de leurs employés. On constate également le retour des expatriés qui avaient pu partir à un moment donné et rejoindre leur pays. Maintenant, ils demandent de plus en plus à retourner et ils ont besoin de retourner sur leur pays d'expatriation. On le constate parce qu'on a quelques appels maintenant qui concernent tout ce qui est formalité avant retour, quarantaine, pas quarantaine, le testing qui est nécessaire. Donc, certains pays demandent à ce que les voyageurs aient des résultats sérologiques de moins de 72 heures avant d'arriver sur le pays. Et c'est des checks qui se font à l'aéroport. Donc, nous organisons et nous aidons à cela. Donc, notre rôle est toujours, bien sûr, d'assister
on a fait près de 20 000 cas liés au Covid, mais aussi d'informer, informer avant, comme je vous le disais, aider à la préparation de ces tests et aussi aider à la reprise des activités pour les managers, notamment à la mise en place de dispositifs par nos équipes conseils sur les sites. Eh bien, merci beaucoup, Iman, pour cette partie de partage de cas. Il est déjà 15 heures. Alors, je m'adresse aux participants. Est-ce que vous souhaitez quand même qu'on traite une ou deux questions rapidement parce qu'on en a reçu quelques-unes. Donc, ça peut être juste l'occasion de passer rapidement dessus. Ok, super. Donc, je vais juste en prendre une et si on peut remettre nos caméras pour la fin, Arnaud et Iman, s'il est possible pour vous de les activer. Finalement, pour conclure sur ce sujet des expatriés, on voit qu'il y a quand même pas mal de reconfinements qui ont lieu dans certains pays. Quelle serait notre recommandation, vu qu'on parle aussi d'une deuxième vague qui pourrait arriver dans quelques mois, quelques semaines? Est-ce qu'on conseille quand même aux expatriés qui sont rentrés de retourner dans leur pays en mission? Est-ce qu'on leur conseille de rester là où ils ont été rapatriés? Quelles sont vos recommandations là-dessus? Je pense que ce à quoi on assiste pour le moment dans un certain nombre de pays, c'est l'effet direct de la fin du confinement. C'était prévu, c'était attendu, il y a une espèce de rebond, ça n'est pas la deuxième vague. Il était prévisible qu'on assiste à ce genre de situation dans certains pays. Ceci dit, il est possible qu'une deuxième vague, une vraie deuxième vague survienne. Les spécialistes disent que si deuxième vague il y a, peut-être elle serait à l'automne, peut-être elle serait un petit peu plus tard, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est une situation qui est assez imprévisible, assez insaisissable. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. On n'a pas retrouvé le statut préalable, on n'a pas retrouvé la vie normale et on n'est pas prêt de retrouver la vie normale que nous avions il y a encore quelques mois. Et donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est d'être extrêmement prudent quant à l'envoi, peut-être pas de collaborateurs, mais en tout cas de départ en nouvelle expatriation et d'envoi de dépendants. Ensuite, tout est fonction de la criticité des collaborateurs que vous voulez envoyer. Il est clair que notre recommandation ne va pas être d'interrompre tous les voyages, mais en tout cas de peser de façon extrêmement raisonnée et sensée le pour et le contre du déplacement. D'accord. Et alors, je ne sais pas si Iman, tu as quelque chose à ajouter sur le sujet, sinon on avait une deuxième question. Oui, je t'en prie. Non, alors non, je n'ai rien à ajouter, c'était parfait la réponse d'Arnaud. On nous pose aussi la question d'est-ce qu'il y a encore des évacuations médicales en ce moment? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de notre retour d'expérience de l'enseignement et du passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est finalement? Il y a toujours maintenant des évacuations médicales. Il y en a encore eu plusieurs la semaine dernière, donc de patients Covid évacués en caisson d'isolement, en avion sanitaire, dans un état très grave. Donc il y en a toujours. Et je pense que encore pendant de nombreuses semaines, on va avoir à mettre en œuvre ce type de mesures. L'essentiel des évacuations que nous avons eu à mener au départ de Paris venait d'Afrique. Il est clair que les structures médicales dans ces pays ne sont absolument pas adaptées pour prendre en charge ce type de patients. Et donc, ils sont évacués. Toute la complexité, là encore, même si ça a tendance à s'assouplir un petit peu, est liée à la nationalité des patients. Jusqu'à il y a encore peu de temps, par exemple, la France n'acceptait que les ressortissants français. Ça s'est un petit peu assoupli. Alors c'est vrai qu'au cas par cas, on avait la possibilité de faire passer les demandes devant une commission tripartite, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé et ministère des Affaires étrangères, qui quotidiennement évaluaient les demandes pour accepter ou pas l'entrée sur le territoire. Et vous comprenez bien la complexité que ça représente et surtout les délais que ça met, que ça va générer pour la mise en œuvre d'une évacuation. Donc pour les ressortissants français, nous pouvons les évacuer vers la France. Pour les non-français, c'est maintenant un tout petit peu plus facile que ça n'était il y a encore quelques semaines, mais ça reste compliqué.
D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et du côté sur le centre d'assistance, Iman, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une véritable reprise? Est-ce qu'il y a des questions aussi de la part des organisations qui ont des détachés, des expatriés sur comment continuer l'activité? Oui, tout à fait. Tous les jours, il y a effectivement des demandes quant à nos capacités d'évacuation ou de soutien de patients hospitalisés ou de conditions dans le contexte actuel sur certains pays. Donc, ça témoigne d'une reprise ou d'une préparation à la reprise. Et également, comme je le disais pendant le webinaire, effectivement, quasiment tous les jours, nous avons des demandes d'employés eux-mêmes qui préparent leur retour avec leur famille, qui souhaitent savoir quelles vont être les formalités. Donc, avec l'équipe sûreté, nous avons la visibilité sur tout ce qui est quarantaine à l'arrivée, nécessité de quarantaine ou des choses comme ça sur certains pays. Tout ce qui est passage par des hubs ou possibilité de passage par des hubs. Et puis également, nous assistons régulièrement sur l'obtention de la mise en place de rendez-vous pour des tests, l'obtention des résultats, l'obtention de certificats en anglais, puisque la plupart du temps, il faut avoir, c'est des voyages à l'international, donc il faut avoir ces certificats de non Covid en anglais. Donc c'est le quotidien, effectivement. Ok. Super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous remercions aussi l'ensemble des participants. Vous allez recevoir un mail de suivi avec ce webinaire, donc n'hésitez pas aussi à nous recontacter si vous avez besoin d'échanger davantage avec nos équipes, et également un questionnaire de satisfaction sur le contenu du webinaire. Donc pareil, faites-nous part de vos retours pour qu'on puisse organiser des sujets sur des contenus qui vous intéressent. Merci beaucoup Iman, merci beaucoup Arnaud. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.